Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc respire enfin. Après plus de 6 années de sécheresse inédite, les récentes pluies redonnent espoir aux agriculteurs et soulagent un temps des réserves en eau en souffrance. Les barrages, avec un taux de remplissage qui dépasse les 32%, témoignent d'un léger sursaut, mais la crise est loin d'être réglée. Certes, les cultures maraîchères et les pâturages bénéficieront directement de cette manne providentielle, mais ils offrent aussi un répit bienvenu aux éleveurs et aux agriculteurs, bien que les céréales d'automne semées en pleine sécheresse ne rattraperont pas certainement leur retard. Les nappes phréatiques qui sont surexploitées depuis si longtemps peinent, elles, à se régénérer et donc s'épuisent. Cette pluie, bien qu'essentielle, ne doit pas masquer la réalité. Le Maroc demeure sous la menace d'un stress hydrique externe. L'urgence d'une gestion durable de l'eau n'a jamais été aussi pressante. Car si la pluie offre une trêve, elle ne fait pas de miracle. Enfin, ces déclarations du ministre de l'Équipement et de l'Eau résument la situation. Je cite : « Si nous poursuivons sur ces trajectoires sans intervention forte, nous atteindrons 500 mètres cubes par habitant et par an d'ici 2035-2040, ce qui nous placerait dans la catégorie des pays en stress hydrique extrême. » Fin de citation Nezar Baraka. Les flots de promesses ne suffisent donc pas à changer les marées. J'accueille pour le débat ce soir le chef de division de gestion de l'eau et des phénomènes extrêmes au ministère de l'Équipement et de l'eau, Aïssam Ralali. Bonsoir et toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Nous avons avec nous aussi le professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut agronomique et vétérinaire, Tahar Srairi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions, messieurs. La première question, d'abord, un bilan des dernières précipitations. Quels sont les barrages qui aujourd'hui affichent un taux qui redonne l'optimisme et l'espoir? Aïssam Ralali. Ramadan Moubarak pour les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Peut-être une question avant la première. C'est très important de clarifier que les Marocains disent toujours qu'il y a beaucoup de pluie et on ne voit pas le taux de remplissage augmente. Juste une parenthèse pour expliquer que ce n'est pas toute la pluie qui tombe, il arrive au barrage. Donc malheureusement. D'abord, il faut de la pluie, il faut la saturation du sol. Donc il faut que le sol soit saturé pour avoir un écoulement vers les barrages. Et il faut que la pluie tombe en amont des barrages. Parce que la plupart des pluies qui tombent dans les villes côtières, donc il va dans les réseaux d'assainissement et après à la mer. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, même mes proches, ils essaient de reprocher, on ne voit pas Pourquoi il pleut autant et on est à peine au tiers du remplissage national, ce qui est un taux, oui. Rappelons-le, c'est une moyenne. Hein. Oui. Une autre information, c'est que 1% de taux de remplissage de plus, il correspond à presque 170 millions. Donc il faut avoir 170 millions d'apports pour avoir une augmentation d'1%. 170 millions de mètres cubes, qu'est-ce que c'est par exemple en termes, vous savez quoi, en termes de consommation d'eau? C'est à peu près la consommation de la ville de Rabat et les alentours. C'est 1%. C'est 1%. Parce que la réserve totale, c'est 16 milliards et quelques, donc le 1%, c'est 170, 168 millions. Donc, c'est juste pour clarifier parce que c'est une émission d'information, de vulgarisation de l'information. Oui, bien sûr. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un an exactement, on avait sur ce plateau et on a dit qu'on a passé une bouffée d'oxygène sur la situation globale. On a atteint les 30 et quelques %. Après une année, donc ce mars, on est dans une situation d'amélioration de la situation hydrique. Mais c'est en cours, parce que les chiffres que je vais donner actuellement sont des chiffres qui vont être actualisés dans les 3 à 4 jours qui vont venir, parce que l'événement pluvieux, il est toujours en cours. Donc, un premier chiffre, c'est le taux de remplissage. Jeudi 6 mars, nous étions à 28%. Aujourd'hui, nous sommes à 32,3%. Donc, c'est à peu près 4 points. C'est l'équivalent de 800 millions d'apport au niveau global de tout le Maroc. Un autre chiffre important, c'est les barrages qui sont bénéficiés de cette amélioration. Donc on peut noter que
barrage Louhda, le plus grand du barrage du Maroc, avec à peu près 190 millions de mètres cubes d'apport. Et il y a aussi Wad al-Makhazin, barrage au bassin de Loukous. Il y a Sidi Mohamed Ben Abdallah, le bassin qui alimente Rabat et les régions, avec à peu près 90 millions de mètres cubes. Donc la totalité, c'est 807 millions depuis le 6 mars. Donc à peu près une semaine, on a reçu ce chiffre important qui a haussé le volume d'apport global au niveau de notre pays depuis le 1er septembre à 2 milliards 200 millions de mètres cubes, qui est toujours déficitaire par rapport à la moyenne. On insiste sur ce point parce que c'est vrai, on a des périodes où on a des précipitations et des apports, mais nous sommes toujours au-dessus très loin de la moyenne. Juste, on est excédentaire par rapport à l'année dernière, mais espérons que toujours cette amélioration de la situation hydrique va donner aussi de la fraîcheur sur la réserve au niveau de tout le Maroc. Un autre point, c'est que ces précipitations ont touché presque la totalité du territoire. Il y avait le bassin de Souss-Messa, Tensift, Omarbi. Il ne faut pas oublier la neige dans les montagnes, donc des quantités très importantes de neige qui vont servir à améliorer la situation des nappes souterraines. Et aussi, après la fonte de neige, on peut avoir des écoulements dans les barrages, notamment Ahmed Hansali, Bilouidan. Donc, ils bénéficient toujours de la fonte de neige. D'autres bassins, Bourgreg, Sebou, une partie du bassin de la Melouia, Loukous. Donc, c'est une vague de fraîcheur généralisée et espérons qu'on va avoir aussi des apports durant les jours qui viennent. Alors, voilà, on a commencé d'abord par planter le décor et comprendre où on en est exactement. Alors, c'est un espoir aussi, Tahar Srairi, pour le secteur agricole et pour l'élevage. Comment? Et quelles sont aujourd'hui les productions qui vont d'abord en bénéficier et celles que même ces pluies ne peuvent pas sauver? Moi, je reviens d'une sortie sur le terrain et j'ai entendu un mot de la part d'un paysan qui m'a vraiment marqué. La nature est en train de renaître. On en est là. Parce que c'est vrai que l'interruption des pluies pendant à peu près 3 mois, de la moitié de l'automne jusqu'à la moitié de l'hiver, a fait que les gens avaient vraiment perdu espoir dans la continuité des activités agricoles sur le terrain. Et bien entendu, ces pluies redonnent de l'espoir. Ces pluies vont sauver, bien sûr, la situation hydrique, notamment pour tous ceux dont les activités reposent sur des pompages. C'est devenu très important puisque le service de l'eau, à partir des barrages, le service pour l'irrigation, quasiment cessé dans les 3/4 du territoire national. Oui. Il y a aussi, bien entendu, des spéculations qui vont profiter pleinement. Et ça va être des produits qui seront sur le marché par la suite. Bien sûr. Toute la production fruitière du printemps, le maraîchage, bien entendu, les fourrages et le couvert végétal de manière générale, les forêts, et qui profitent bien sûr directement à l'élevage. Tout ça va être très bénéfique pour ces spéculations. Et bien entendu, il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, comme je disais, l'espoir. C'est fondamental. C'est l'espoir qui fait vivre. Et dans le monde rural... L'espoir fait vivre et l'espoir fait vivre aussi dans le sens où même la consommation, l'investissement, on achète plus peut-être de bétail, on commence à investir davantage dans... je parle bien sûr des petits agriculteurs, je ne parle pas des grands. Bien entendu, il faut bien comprendre. Et d'ailleurs, l'élevage était en pleine souffrance, d'abord à cause d'un manque d'eau qui est devenu structurel. Oui. Et on a vu les conséquences, une réduction drastique des effectifs. Le chiffre de moins 38% a été avancé. Mais le chiffre en lui-même ne témoigne pas de l'ampleur, de l'importance de l'élevage. Il ne faut pas oublier, c'est les revenus quotidiens des exploitations. Nous restons dans un pays où l'essentiel de l'activité agricole est dominé par les céréales, qu'on le veuille ou non. Même si autour de ce plateau, on a entendu une fois que les céréales, c'était la pauvreté. Mais sur le terrain, ce sont les céréales qui restent le pivot et le baromètre premier des performances du secteur agricole. Ce ne sont pas les exportations.
Ce ne sont pas les oranges, tomates, fruits rouges, avocats, etc. Bien sûr que non. D'ailleurs, dans la logique même du ministère de l'Agriculture, le chiffre qui est toujours avancé vers la fin du mois d'avril, c'est la production annuelle des céréales. Parce que derrière... malheureusement, ce qu'on voit, c'est que cette production, elle est vraiment alignée à la pluviométrie, contrairement à d'autres exportations, à d'autres productions. Oui, alors je vais y arriver. Ce sont des choix, et politiques, j'insiste sur le mot. Quand vous donnez l'importance à une filière de production, il faut mettre les moyens, il faut mettre l'accompagnement technique. Et puis maintenant, face à ce changement climatique, parce que même ces pluies, les gens sont contents, et c'est vrai, on est tous contents d'avoir de la pluie. Mais n'oublions pas, ces pluies témoignent aussi peut-être du changement climatique. Parce que généralement, c'était jamais au mois de mars qu'on avait les pluies les plus élevées de l'année. Là, maintenant, c'est devenu à peu près la norme. Depuis 4 ou 5 ans, on a des pluies très fortes en mars et quasiment pas de pluie durant l'hiver. Donc, par rapport à ce changement climatique, qui est lourd de conséquences, il faut peut-être repenser tout le logiciel de réflexion de l'avenir de notre agriculture. C'est-à-dire ? Et aligner les filières prioritaires sur la valorisation de l'eau de pluie. Parce qu'on a vu que aligner les filières sur l'eau non renouvelable, les nappes, c'est pas rentable, c'est pas durable. Et c'est surtout pas durable. Donc il faut revenir à aligner les filières de production sur la valorisation de l'eau de pluie. Moi j'insiste, c'est d'abord les céréales, mais peut-être des variétés nouvelles. Il va falloir repenser le logiciel de réflexion des céréales. Comment produire plus dans, bien sûr, une optique de souveraineté alimentaire. Parlons de céréales, ces dernières précipitations ne profitent pas visiblement aux cultures qui ont été semées à l'automne. Précocement. Exact. Parce qu'il y a eu 3 mois de sécheresse, comme vous l'avez dit. Enfin, 3 mois sans pluie. Par rapport à nos déboires climatiques, se rajoute un autre réel problème, une vraie contrainte, l'inflation mondialisée. C'est-à-dire tout coûte plus cher, y compris les semailles, les engrais, etc. Aujourd'hui, les agriculteurs ont eu des réticences à semer les céréales. Et quand ils ont vu les retards de pluie, certains n'ont pas du tout semé. Il n'y a pas de subvention pour cela? Quasiment pas. Et ceux qui ont semé, moi je peux vous parler des zones que je visite souvent, ont semé souvent très tard. Moi j'ai vu des semis de céréales fin janvier, avec ce qui veut dire un cycle très court, ce qui veut dire très peu de production primaire, la paille, le rendement des grains, parce que quand on dit la production annuelle des céréales, dans notre tête, c'est les grains, parce que c'est ce qu'on mange. Mais on oublie un produit fondamental, le coproduit qui est la paille. L'élevage, c'est la paille. Mais oui. Et oui. Et aujourd'hui, la paille, vous avez vu les prix où est-ce qu'elle est? Elle est à 70 dirhams la botte de paille de 10 kilos, ce qui n'est pas rentable. C'est pas rentable. Voilà, pour le commun des mortels, on ne sait pas si c'est rentable. Je vais vous dire, dans mes cours, je dis quand la paille dépasse 20 dirhams le kilo, 20 dirhams la botte, pardon, c'est 2 dirhams le kilo, déjà, ça devient difficile d'être rentable. Là, on est à 60 dirhams la botte de paille de 10 kilos. C'est impossible d'être rentable dans pareilles conditions. Alors, on est mi-figue, mi-raisin, hein. On est un peu rassurant, mais on reste réaliste. Oui. Ces dernières précipitations ont redonné certes espoir. Là, on va aller peut-être sur un sujet qui fâche, Aissam El-Ghrari. Quels sont aujourd'hui d'abord les barrages qui restent dans un seuil critique malgré les précipitations? Le seuil critique, c'est par rapport à l'utilisation. Un barrage, un grand barrage qui sert à approvisionner plusieurs zones. Le deuxième grand barrage au Maroc, c'est le barrage de Messira. Voilà. Actuellement, avec à peu près même pas 100 millions, sur une capacité de 2 milliards et plus. Donc c'est très, très minime. Donc c'est 3% de taux de remplissage. Mais l'avantage, c'est que ce barrage, il est accompagné, il est soutenu par d'autres barrages en amont, notamment le barrage d'Ahmed Hansali et Bilouiden et d'autres barrages qui servent à alimenter de temps en temps ce barrage pour assurer les fonctions de ce barrage. Donc c'est le cœur du bassin de l'Oumarbia et celui qui assure en partie l'approvisionnement d'une partie de Casa et Barchi, des Stades et d'autres régions. Il y a d'autres barrages, notamment le bassin de Souss-Messa. Donc, les barrages qui participent en plus de la station de dessalement pour l'alimentation du Grand Agadir. Donc, il y avait des améliorations, mais c'est toujours juste. Donc, c'est du mensuel. Donc, c'est un retardement de la saturation d'1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Il y a d'autres barrages
si on peut citer le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah qui alimente en partie Casa. Donc, la situation il est améliorée, mais toujours au-dessus des attentes. Même s'il y a le transfert qui assure une partie des besoins en alimentation en eau potable, mais espérons que durant les prochains jours, on a d'autres quantités importantes d'apport. Il y a le barrage Louhda, qui est devenu un barrage prioritaire en termes d'alimentation en eau potable. Parce que c'est à partir de ce barrage qu'on alimente le système de Sidi Mohamed Ben Abdallah. Donc d'ailleurs, c'est le barrage qui a reçu le plus d'apports. Donc on a parlé de plus de 200 millions de mètres cubes, mais avec un taux de remplissage moyen. Et ce barrage, moi je dis que durant les 3 jours, 4 jours, on va recevoir presque la même quantité d'apport au niveau de ce barrage. À part, parce que finalement la logique de la gestion du stress hydrique a poussé vers la multiplication des sources d'approvisionnement. Donc on essaye de se déconnecter des barrages pour avoir d'autres possibilités d'approvisionnement, notamment des salmons. Vous tendez une perche. Je sais que vous ne parliez pas de cette source d'approvisionnement, mais je vais parler des nappes phréatiques. Oui. C'est un sujet que j'évoque souvent quand il s'agit d'eau sur ce plateau. Surexploitation des nappes phréatiques, de toute façon, c'est un secret pour personne. Le ministre l'a dit, l'a répété. Il y a à peine 2 jours, lors d'une intervention, il a rappelé que le seuil de renouvellement naturel des nappes est de 4 milliards de mètres cubes par an, mais l'extraction atteint 6 milliards de mètres cubes par an. Donc il y a déjà une différence de 2 milliards. Et de dire que je reprends les termes de Nizar Baraka, cela signifie que nous puisons directement dans les réserves fossiles, ce qui met en péril l'équilibre hydrique à long terme. Fin de citation. Comment arrêter ça? C'est le contrôle. Oui. C'est le contrôle. Le contrôle d'abord. Oui. Juste un point, parce que finalement... Vous savez qu'il y a 1 an, on disait la même chose, que le contrôle. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis? Le contrôle, c'est d'une de manière l'eau, générale, oui. mais c'est très limité. On ne peut pas contrôler les gens dans leur Domaine. périmètre, dans leur Oui. domaine. Oui. Parce que finalement, la problématique, il devient de plus en plus importante dans ces situations parce qu'on arrête, comme il a été déjà cité, on arrête l'approvisionnement de l'agriculture à partir des barrages, mais les gens essayent toujours de trouver une alternative qui est plus proche, plus simple, entre parenthèses, qui est les eaux souterraines. Oui. Bon, dans l'absolu, on peut dire que c'est logique, c'est équitable de laisser les gens essayer de garder leur richesse Pour viviale. la richesse du pays. De vivrière. Oui. Vivrière, donc Ouais. Mais parce que dans l'absolu, les nappes souterraines ou bien les eaux souterraines sont des réserves stratégiques qu'il faut utiliser dans ces circonstances et qui servent parfois. Il y a des villes qui sont sauvées par les eaux souterraines. Ben oui. Mais il faut renforcer le contrôle. Comment? Il faut les moyens, il faut Non, mais est-ce que l'État, la mobilisation. Quand on parle de réserve stratégique, on parle de réserve stratégique, là on parle de quelque chose qui touche à l'État. Est-ce que l'État ne doit pas sévir une fois pour toutes? C'est-à-dire sortir peut-être un décret, enfin je ne sais pas comment. L'État a beaucoup d'outils et beaucoup de leviers qu'il peut enclencher. Comment arrêter ces phénomènes de pompage outrancier d'une réserve stratégique dont dépend la souveraineté, mais aussi la sécurité d'un État? Je suis totalement d'accord avec vous. On touche à des problématiques complexes. La réalité première, c'est le changement de paradigme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a géré l'eau agricole par rapport à l'offre hydrique. Mais on a oublié qu'il y a la demande hydrique. Ben oui. Et oui, c'est ça le changement de paradigme. Mais quand vous laissez se développer des activités aquavores dans des zones parfois désertiques, à un moment, il faut se poser des questions. L'eau, elle ne va pas s'inventer, entre guillemets. On ne peut pas installer des périmètres maraîchers, arboricoles dans des déserts. On l'a peut-être fait sur 3 hectares, sur 100 hectares. Vous savez, dans le Sous-Massal, la crise actuelle, elle était connue depuis 50 ans. Tout le monde savait qu'on est sur une agriculture qui utilise de l'eau principalement souterraine. Il pleut moins de 100 mm. Vous mettez des agrumes qui ont besoin de 1000 mm par an.
Vous vous donnez l'idée que, soi-disant, vous faites des économies parce qu'il y a le goutte à goutte ou parce que vous avez des solutions économes d'irrigation. Mais in fine, la surface plantée a augmenté avec des encouragements de l'État. Et là, bien sûr, je suis d'accord avec vous. L'État, où est l'État dans tout ça? L'État, avec ses ingénieurs, avec son pouvoir, à un moment, il y a des choses qui ne tiennent plus la route. Et si on laisse faire, et d'ailleurs c'est une théorie académique, on dit parfois laisser faire, on va laisser faire. Et on a vu où est-ce que ça nous a mené. Des arrachages de plantations entières, subventionnées, avec des deniers de l'État, des subventions de l'État. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus les revenus escomptés. Donc à un moment, il faut peut-être faire une volte-face, s'arrêter et dire on va faire le bilan. Est-ce qu'on a le bilan des nappes phréatiques aujourd'hui? Je pose toujours la même question. Le chiffre que vous avez annoncé, donc c'est le 4 milliards, c'est le potentiel renouvelable. Oui. Parce qu'il faut la schématiser comme une réserve, un stock, comme un barrage. Il y a toujours de l'eau qui renouvelle le stock, mais il y a une partie non renouvelable. C'est le 6 ou bien 5 milliards. Donc c'est à peu près entre 1 et 2 milliards de surexploitation par rapport à ce qui est renouvelable. Exact. Donc, annuellement. Oui. Donc, ce qui rend la chose très, très difficile. Et le problème, c'est que les conditions de renouvellement, de plus en plus, sont retardées ou bien aujourd'hui, sont quelle est absentes. la nappe phréatique dont le niveau est le plus bas au Maroc? Il y a plusieurs nappes. Donc, non, mais au là, niveau par de la exemple, source, juste pour avoir une idée, est-ce que c'est la Souss Massa où vraiment la situation est catastrophique? il y a plusieurs, parce qu'il est lié à la demande. Les zones où il y a le développement de l'activité agricole, c'est le Souss et les 16. Donc, il y a d'autres petites nappes qui se tarissent d'une manière très, très rapide, mais c'est que recharge d'une manière très rapide. La problématique, c'est que si on a une nappe qui se tarisse, mais la capacité de renouvellement est très, très, très lente et les conditions sont absentes. Moi, je parle à côté de ce qu'on a dit sur les nappes souterraines. Donc, parmi les efforts, c'est très, très, très difficile de le généraliser sur tous les territoires. Tout ce qui est décret et législation, il y a le cadrage, il y a tout. Mais l'application, la mise en œuvre, c'est ça où il y a la problématique. La police de l'eau, avec la gendarmerie royale, avec les contrats de nappe, avec la sensibilisation, tout cela se fait. Mais dans des échelles très réduites, on ne touche pas l'impact sur l'évolution des choses. Il suffit d'utiliser des drones et de voir qui pompe l'eau. Il y a des bassins dont l'eau s'évapore. On pompe l'eau avec le solaire. Donc en plus, l'eau revient à 0 dirham à l'exploitant et puis l'eau s'évapore alors qu'on n'a pas d'eau. C'est-à-dire qu'il suffit juste de rouler sur la route, on les voit, ces bassins. Je dis que c'est simple à dire, mais à appliquer. Non, mais je sais. Appliquer chaque jour, mais c'est pas instantané, c'est chaque jour qu'il faut faire cet exercice. Absolument. Sur tout le territoire marocain, c'est pas facile. Alors, on va finir quand même par une note positive. Il y a des choses qui sont faites. Il y a le dessalement de l'eau de mer. Aujourd'hui, nous sommes à 16 stations de dessalement en service. Plus d'une dizaine sont dans le pipe. Et aussi des initiatives pour optimiser la gestion de l'eau. Peut-être un mot sur ça, M. Rari. Moi, dans mon intervention, l'alternative de ressources, c'était le dessalement, ce n'est pas les eaux souterraines. Donc, non, mais je sais, mais c'est pour ça que je vous laisse finir votre propos. Si on bascule vers la diversification des sources d'approvisionnement, surtout pour l'eau potable, oui. Parce que c'est une demande qui est figée, qui est rigide et qui est instantanée, on n'a pas de souplesse pour satisfaire cette demande. Donc, c'est les eaux conventionnelles, les barrages et le dessalement de l'eau de mer. Actuellement, vous avez parlé de ces stations avec plus de 430 millions de mètres cubes produites. En 2030, on arrive à 1,7 milliard. Donc, on va avoir cette diversification, ce qui va être bénéfique pour l'agriculture indirectement. Donc, c'est l'excédent des eaux qui va être, Inch'Allah, dans les années prochaines. Moi, je suis toujours optimiste de dire qu'on va toujours récupérer la situation où on est en dessous de 50% de mètres cubes. Sera automatiquement livré à l'irrigation pour revoir, pour réactiver les activités agricoles dans les bassins, notamment Omar Bey, Souss Messa, Tensift, Sebou, où la plaine de Rarb subit des conditions très difficiles. Espérons qu'à travers ces pluies, on peut dépasser ces périodes difficiles qui ont vécu les agriculteurs. Donc, diversifier
pour un petit peu se détacher de tout ce qui est, entre parenthèses, naturel. Naturel dans Même le si sens... les barrages restent nécessaires, hein, il faut Oui, le oui, rappeler. parce qu'un événement comme cela, celui de l'année dernière, avec presque 1 milliard de mètres cubes, si on n'a pas de barrage, on va trouver tout évacué vers la mer. Exactement. Dernier point, c'est par rapport à l'interconnexion, parce que c'est important. Des bassins, pour l'équité territoriale. Pour avoir utilisé l'excédent des ressources en eau. Oui. Actuellement, on a la connexion entre Sebou et Bourgreg, et les études sont en cours de finaliser pour Bourgreg, le Messira. Si on a un excédent au niveau du barrage de Wahda Bourgreg, donc il sera bénéfique pour l'agriculture indirectement. Donc c'est aussi parmi les choses qui va servir pour avoir cette diversification des ressources. Et c'est l'inéquité géographique qui vous a interpellé par rapport à l'équité pour le dessalement, c'est logique d'avoir les stations sur les côtes. Sur les côtes, même mais si avec... on a des projets pour Marrakech, pour d'autres Fès Meknès, donc il y a voilà. des efforts pour avoir de l'eau de la côte vers les zones intérieures au Maroc. Mais des transferts qui coûtent très cher. Parce que c'est aussi de l'énergie. Coûte très cher par rapport à quoi? Donc, par rapport à une situation de 0 mètre cube. Bien sûr. Oui, ça, c'est discutable. Exactement. Après, effectivement, on verra sur les tarifications, mais on n'en est pas encore là. Certainement, on va y revenir au moment venu, Inch'Allah. Merci beaucoup, Tahar Srairi. Je vous en prie, merci madame. à vous ici, c'est Aïssa Mgrari, toujours un plaisir. C'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée.